Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 23e webinaire depuis le début de ce confinement. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». J'accueille aujourd'hui Sylvain Bartholomeu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le dirigeant associé chez Franchise Management, et vous allez animer avec nous ce webinaire « Mieux résister face à la crise grâce à la franchise et à l'effet réseau ». Je rappelle simplement les règles du jeu. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à notre intervenant. Je vous rappelle que le support de présentation vous sera directement envoyé par email et que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou demain matin au plus tard. Voilà, je vous propose de commencer. Sylvain, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Le thème de cette intervention, c'est mieux résister à la crise et préparer le rebond. Et surtout de faire un focus en fait sur la manière dont fonctionnent les réseaux en général et surtout en fait les mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour mieux rebondir et mieux préparer l'après. Ce que je vous propose en fait, c'est de passer par trois temps successifs. Un premier temps qui est de refaire un paysage d'ensemble du commerce, ce qui est toujours bien en fait pour voir ce qui va se produire après, c'est de regarder ce qui s'est passé avant et de se dire un élément important, c'est que souvent les crises sont des révélateurs et des accélérateurs en fait. Donc là, on va voir en quoi en fait la crise accélère et révèle des tendances de fond très fortes qui se passent actuellement dans le commerce en général. On va regarder quelques clés aussi qui ont été mises en œuvre pour mieux résister à la crise et aussi des priorités stratégiques pour mieux rebondir. Donc, Charlène, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions qui peuvent permettre de nourrir le propos. Avec plaisir. Sur le contexte actuel, si on fait un retour en arrière sur les 40 dernières années sur le commerce, on constate que le commerce a vécu plusieurs révolutions. Je vous apprends rien en vous disant que le commerce au départ était plutôt du commerce isolé. Aujourd'hui, le commerce isolé pur est plutôt sur des niches de marché, des marchés ou des territoires qui n'ont pas été encore attaqués par les enseignes. Et à partir des années 60 jusqu'à la fin des années 90-2000, une vague de commerce sous enseigne est arrivée en réseau. C'est quoi? C'est l'alimentaire avec les grands intégrés. C'est aussi l'apparition de la franchise, des concessions, des groupements, des coopératives, et puis aussi une autre tendance à partir des années 2000 qui est de développer plutôt des réseaux qu'on appelle hybrides, des réseaux mixtes, qui vont utiliser l'intégré et aussi utiliser la franchise ou d'autres formes de commerce indépendant, et donc qui vont mixer les deux. Ça, c'est une première grande révolution dans le commerce qu'on a vécue ces dernières années. Une autre révolution, à partir des années 2000, c'est le commerce digital, avec des pure players, avec des marketplaces type Amazon, mais aussi avec des plateformes d'intermédiation qui vont permettre aux commerçants de livrer ou de diffuser leurs produits chez les consommateurs, exemple Uber Eats. Et ces dernières années, on a vu encore plus de modularité avec ce qu'on appelle le commerce digital, c'est-à-dire des pure players qui développent des réseaux physiques. On en a un en Rhône-Alpes qu'on connaît plutôt bien, qui s'appelle LDLC, qui est historiquement un pure player et qui a développé un réseau de magasins sous enseigne, mais aussi des retailers qui sont allés développer des plateformes de e-commerce, par exemple la Fnac. Et ça, c'est des tendances qu'on a vécues sur ces quelques dernières années, et le commerce, en fait, évolue constamment et passe les crises en continuant à évoluer. Exemple concret, quand vous prenez le marché de la franchise, sur les 10 dernières années, vous avez plus 41% de franchisés et plus 43% de réseaux. Donc, c'est une prise de part de marché massive du commerce sous enseigne vis-à-vis du commerce en général. Autre exemple, quand on prend le e-commerce, on se rend compte que le chiffre d'affaires du e-commerce a été multiplié par 2 en 4 ans et aujourd'hui représente un peu moins de 10% du commerce de détail. Donc ça, c'est des vagues de fond en fait qui montrent comment le commerce a évolué ces dernières années. Ce qu'il faut se dire, c'est que les crises sont des révélateurs et des accélérateurs de tendance. Et celle-ci, en termes de crise,
Je pense qu'elle sera révélatrice. Déjà par son ampleur. Si vous prenez les chiffres de la Banque mondiale, vous voyez en fait sur ce graphe la croissance annuelle du PIB en France. On voit la crise pétrolière en 1975, on voit la crise milieu des années 90, on voit la crise de 2008, mais il va falloir revoir l'échelle du graphique de la Banque mondiale parce que les prévisions de l'INSEE sont à moins 8% et ce graphe se termine à moins 5%. Donc on est sur une crise majeure, on ne sait pas comment se fera le rebond. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va être révélatrice de beaucoup de comportements et beaucoup de tendances. Plusieurs tendances qui étaient déjà un peu palpables avant la crise et qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on est dirigeant, entrepreneur d'une activité commerciale. Première tendance, la relocalisation. C'est une tendance de fond dont on parle actuellement et cette crise nous fait prendre encore plus conscience de la notion de circuit court et de consommer localement. Deuxième tendance, la responsabilité sociale. Il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions sur l'écologie, sur le RSE dans les entreprises. Aujourd'hui, plus qu'hier, on se pose encore plus cette question et les consommateurs s'interrogent encore plus. Dernière tendance, la répartition du chiffre d'affaires entre le circuit physique, le magasin, le digital et les plateformes. Mine de rien, ça révolutionne la manière de faire du commerce parce qu'on se rend compte que vous pouvez aller tester un produit en magasin, l'acheter en ligne, mais qu'aujourd'hui, en fait, le chiffre d'affaires localement fait par le magasin sur les années à venir risque d'être de moins en moins important et risque de se répartir dans de multiples canaux. Ces tendances-là, lorsque je suis entrepreneur, je dois les prendre en compte d'entrée de jeu parce qu'elles vont préparer et elles vont servir à rebondir. Et quand vous êtes en réseau, vous êtes forcé d'être plus réactif et plus agile. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en franchise, par exemple, vous avez des franchisés qui attendent. Vous avez une masse de consommateurs qui attendent et qui ont besoin de réactivité et d'agilité. Et cette crise-là montre à quel point les réseaux ont su faire marcher leur effet réseau pour être encore plus agiles et encore plus réactifs. Exemple concret d'agilité et de solidarité. Alors, j'ai pris beaucoup d'exemples de Ronald parce que je trouve que c'est dans l'esprit. Vous prenez la marque Ninkasi qui a développé en un temps assez record du click and collect pour pouvoir continuer à produire et pour pouvoir continuer à servir ses clients finaux. En termes de solidarité, ils ont récupéré quand même 4000 fûts qui étaient dans leurs bars et restaurants, ce qui représente une valeur de 200 000 € en termes de solidarité, mais aussi pour pouvoir préserver la qualité et notamment les DLUO sur les bières. En termes d'agilité et de solidarité, vous prenez une autre marque Rhône-Alpes qui s'appelle Pizza Cosy et qui fait aujourd'hui des recettes de pizza spécialisées circuit court avec des produits du terroir et avec des produits locaux les plus proches possibles du lieu de vente. En termes de solidarité, beaucoup d'enseignes de restauration, dont Pizza Cosy, sont allées donner leurs produits fabriqués, donner leurs produits aux soignants pour aider à passer cette crise. Agilité, réactivité toujours, lorsqu'il s'agit de relancer et de rouvrir, une marque sous enseigne a une force de communication beaucoup plus importante. C'est le cas des DLC avec ses partenaires qui communiquent sur la réouverture, mais aussi avec des actions de communication spécialement pour informer le consommateur du fait qu'on redémarre. Autre marque de Rhône-Alpes, Fitness Boutique, qui par exemple a fait toute une vidéo pour montrer comment dans ses magasins, on allait respecter les règles d'hygiène et les règles sanitaires en vigueur actuellement. Et on continue comme ça. Vous pourrez regarder une autre marque, SoCook, plexiglas à l'entrée pour protéger, gel hydroalcoolique, traçage au sol pour les distanciations sociales. Communication d'une enseigne qui s'appelle Temporis dans l'intérim pour montrer et mettre en valeur ses franchisés. Intersport, nettoyage en sortie de cabine d'essayage. CRIS, procédure réglementaire dans les magasins. Donc, on voit une réactivité assez surprenante, hallucinante, incroyable quand même, des commerçants et notamment des enseignes pour pouvoir se mettre au niveau dans un contexte où on ne sait pas ce qui va se produire demain et après-demain. Donc,
dans des contextes extrêmement instables, il y a une capacité de réactivité qui est assez impressionnante. Et aussi, il y a une capacité de marketing très très forte. Quand vous voyez Burger King, cette communication Burger King qui est très très bien trouvée et très visuelle, vous avez en fait des enseignes et des réseaux qui montrent et qui démontrent toute leur capacité à avoir une force de frappe très très forte. Ce sont des exemples concrets d'effets réseau. C'est quoi l'effet réseau? L'effet réseau, c'est d'abord les ressources nécessaires pour pouvoir communiquer, avoir la visibilité et s'adapter. L'effet réseau, c'est aussi l'intelligence collective. Et toutes ces actions-là ont été mises en place parce que on s'est mis collectivement à réfléchir, à adapter nos modèles et à nous permettre de pouvoir recommencer à exercer. Le cas de Burger King est intéressant. Les équipes de marketing ont travaillé dessus. Les cas de Pizza Così montrent aussi des enseignes qui ont réfléchi et qui se sont mises en action. Le cas de Ninkasi sur le click and collect, pareil, une enseigne qui se met en action pour pouvoir développer, réagir et se mettre au goût du jour. C'est le cas typique d'un contexte extrême. Quand on est en contexte extrême, comme la crise que nous vivons actuellement, l'enjeu, c'est de se focaliser sur ce sur quoi je peux agir. Et évidemment, plus j'ai de ressources, plus j'ai de périmètre d'action. Moins j'ai de ressources, moins j'ai de périmètre d'action. La question qui se pose encore aujourd'hui, c'est sur quoi concrètement je peux agir. C'est ça le sujet prégnant et le sujet essentiel sur lequel, en tant que dirigeant, franchiseur, franchisé, entrepreneur, je dois me centrer. Et la question essentielle que je dois me poser, quels sont mes leviers d'action concrets? Sur quoi est-ce que je peux agir aujourd'hui encore au sortir de cette crise et pour préparer le rebond? 4 éléments essentiels que je vais vous présenter. Premier élément, c'est mon leadership. S'il y a un élément sur lequel le dirigeant peut agir, quelle que soit la taille de son entreprise, c'est sur lui-même, c'est son mental. C'est sa capacité à rester confiant et à rester positif dans l'adversité. On sait, quand vous faites de la navigation en haute mer, par exemple, quand vous êtes pris dans une tempête, que si le leader doute, l'équipage n'a aucune chance d'en sortir. Le leader ne doit jamais douter. C'est un élément essentiel. Comme le dit Mike Horn, on ne grimpe pas avec ses cuisses et ses bras, on grimpe avec ses tripes. Et s'il y a un sujet essentiel sur lequel vous devez rester vigilant, c'est votre écologie personnelle de dirigeant et votre capacité à faire redescendre auprès de vos équipes du positif. Parce que cette période-là reste encore anxiogène et parce que cette période laisse des traumatismes et des traces. Le métier de dirigeant, même hors crise, c'est absorber 80% d'inquiétude et le transformer en 80% d'énergie positive. La donne qui a changé dans le contexte que nous vivons actuellement, c'est qu'il y a énormément d'inquiétude. Donc, on devient, en tant que dirigeant, des machines à recycler de l'inquiétude et à le transformer en énergie positive. Ça donne quoi? Ça donne que de l'intérieur, on prend ça et que de l'extérieur, on doit rester comme ça. Comme le bonhomme à gauche, tout sourire, confiant, même si j'ai mal au bras et même si je commence à très fortement sentir la fatigue. Vis-à-vis de vos équipes, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos fournisseurs, vous devez rediffuser de l'énergie positive. C'est essentiel et c'est un levier d'action qui vous fera passer le cap. Deuxième levier d'action, qui est le corollaire, c'est mon équipe, mon collectif. On est face à des équipes qui ont été touchées, alors parfois de près ou de loin par la maladie, c'est évident, et parfois fortement traumatisées. Tout le monde n'est pas égal face à cette crise. Tout le monde ne ressort pas égal face à cette crise et tout le monde n'a pas la capacité de résilience ou d'automotivation pour se remobiliser. Et ça, c'est le rôle du dirigeant qui est d'accompagner, de réaligner, de remobiliser pour retrouver un nouveau sens et remettre de l'action.
c'est vraiment fondamental. C'est fondamental aussi de savoir aider, parce qu'on est sur une crise qui touche beaucoup, une crise qui met à l'épreuve l'empathie aussi. Donc les mécanismes d'entraide, les sauvetages, seront autant de témoignages pour valoriser les enseignes, les entreprises ou le leadership du dirigeant. Je le vois dans les réseaux de franchise, les franchiseurs qui ont mis en place des mécanismes d'assistance pour aider les franchisés en difficulté font des ambassadeurs de leur marque, font des témoins qui aideront les prochains candidats à se décider et à rentrer dans le réseau. C'est vraiment essentiel. A contrario, je vois des enseignes où on a coupé court en fait l'assistance. On s'est mis en chômage, les animateurs de réseau se sont mis en chômage technique, hein, tout simplement. Derrière, vous avez énormément de rancœur des franchisés parce que quand vous êtes franchisé d'un réseau, ce que vous achetez, c'est l'animation. Ce que vous achetez, c'est l'assistance. Ce que vous payez en termes de redevance, c'est une redevance d'animation. Et donc, dans des phases de crise comme celle-là, l'animation est juste essentielle. C'est le rôle principal du franchiseur. Si vous avez joué votre rôle correct de sauvetage, d'entraide, vous y retrouverez au sortir de cette crise. C'est évident. Par contre, il faut savoir gérer la contrepartie, c'est-à-dire aider ceux qui m'aideront ou aider ceux qui cèdent aussi. Et ça, c'est fondamental. On l'apprend en haute mer, on l'apprend en contexte extrême. On apprend qu'il faut commencer par céder si on veut que les autres membres du groupe nous aident nous-mêmes. Et ça, c'est un discours à porter à ses équipes et à son collectif, notamment quand il s'agit de retourner au travail. Pour certains, c'est pas si facile que ça. Le premier pas, c'est la personne en elle-même qui doit le faire. Parce que quand les entreprises sont en situation de fragilité, quand les consommateurs sont en situation de doute, il faut commencer par s'aider soi-même pour que les autres viennent nous aider. Et ça, c'est un discours vraiment important en termes de management. Ça pose une question qui est de décider juste, mais aussi de rester aligné avec les valeurs de l'entreprise. Et là, ce deuxième levier qui est le collectif est certainement le levier essentiel actuellement. On l'a vu dans les visuels et les exemples d'enseignes. Aujourd'hui, le management est mis à l'épreuve et le management est mis en tension pour remobiliser les magasins, remobiliser les équipes en magasin et réassurer les clients. Charlène, est-ce que jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Écoutez, je n'ai pas de questions sur le chat, Sylvain. Nous vous écoutons religieusement. C'est très intéressant. Nous vous suivons parfaitement. Et si les participants, les internautes veulent nous faire des propositions, des questions, ben voilà. Hop, du coup, c'est top, c'est très intéressant, nous dit Alexia et Arnaud. Donc, on vous laisse poursuivre. Merci. Super, très bien. Donc, on est sur le collectif, deuxième point. Donc, premier élément, moi-même. Deuxième élément, mon collectif. Troisième élément, le plan d'action. Et souvent, dans les entreprises que je côtoie et que j'accompagne, on a eu tendance à penser d'abord plan d'action, ce qui est bien, mais à oublier la dimension humaine. C'est pour ça que je l'ai placé d'abord, la dimension humaine, elle est vraiment essentielle. Cette crise-là met à l'épreuve la confiance, met à l'épreuve l'empathie, et c'est des dimensions qui feront le rebond. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des actions techniques à mettre en œuvre. Ces actions techniques, elles sont au nombre de 4. Première action, le plan d'action trésorerie. Recours aux aides, PGE, report de charges, etc. J'invite tous les dirigeants à rester ultra connectés aux banques de données et aux communications des CCI et des experts comptables qui sont de véritables mines d'or et de mines d'informations. Merci. Deuxième sujet, le plan de négociation. Je dois négocier avec mes partenaires privilégiés. Bailleurs, il me semble qu'il y a eu d'ailleurs un webinaire de la CCI sur ce sujet-là, où plutôt que le conflit, il faut privilégier la négociation, la discussion, le New Deal, quelque part, mais aussi la négociation avec des fournisseurs et avec des prestataires privilégiés. Et ça peut me permettre de rebondir, de redéfinir en fait des nouvelles donnes avec mes fournisseurs, mes bailleurs, mes partenaires, pour pouvoir favoriser mon rebond. Troisième point, c'est avoir une visibilité financière maximale. Actualisez régulièrement vos prévisionnels en privilégiant des scénarios pessimistes et réalistes. Une hypothèse pessimiste est importante
et notamment en intégrant des dégradations des conditions d'exploitation. On ne sait pas combien de temps ces conditions d'exploitation strictes et compliquées vont durer. Donc là, je vous invite aussi à aller vous rapprocher de vos experts comptables et à avoir des tendances régulières, actualisées, pour garder une visibilité financière maximale. Même si le contexte est instable et même si ce n'est pas simple, il vaut mieux avoir des simulations que ne rien avoir. On dit toujours, je reprends l'analogie avec la haute mer, vous ne partez pas en navigation sans avoir une carte. Et vous ne partez pas en navigation sans avoir un plan de navigation, même si celui-ci doit être réajusté en temps réel. Cette visibilité-là, elle est vraiment fondamentale. Dernier point, un plan d'exploitation. Et le plan d'exploitation va évoluer au fil de l'eau. Il y a la mise en place de règles sanitaires. Il y a aussi des bonnes pratiques, des bonnes idées dans certains réseaux. Tout le monde n'est pas d'accord en fonction des enseignes. Certaines enseignes, par exemple, dans le textile, ont condamné les cabines d'essayage. D'autres nettoient les vêtements sortis de cabines d'essayage. Donc, qui a raison? On ne sait pas. Quelles sont les bonnes pratiques et les bonnes règles? On ne sait pas forcément. On sait aussi qu'elles peuvent changer. Donc, je dois avoir un mécanisme de veille et réajuster en temps réel mes plans d'exploitation. Ça pose aussi une question sur les conditions de financement. Les banques ont joué le jeu de la survie et de la sauvegarde, mais durablement, on peut se dire que les conditions de financement vont se durcir dans les mois et les années à venir. Et ça, c'est un élément important. Si je développe un réseau de franchise, je dois forcément challenger les coûts d'accès à la franchise. Si j'avais des projets d'investissement prévus, ou anticipés ou à venir, je dois challenger ces projets d'investissement. Les coûts d'accès et les conditions d'accès au financement ne seront plus les mêmes demain et après-demain. Donc, la manière de faire du commerce va un peu changer. Et c'est intéressant, je me souviens de la crise de 2008, où quand vous vous replacez en arrière, par exemple 2007, les concepts des enseignes étaient rentrés dans ce que j'appelle des zones de confort, c'est-à-dire des investissements très très lourds, des très très beaux magasins, etc. Et là, en fait, quand on regarde 2018-2019, on était un peu aussi dans cette tendance-là à avoir des concepts très très beaux, très très sympas, avec des matières à fort coût. Et finalement, on se dit, bah, la crise, elle va aussi être révélatrice de ça, d'enlever en fait ces surcoûts et de rationaliser et d'essentialiser qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est nécessaire. Quand je suis franchiseur et que j'ai un réseau de franchise, c'est juste une nécessité. C'est-à-dire les coûts d'accès et les investissements totaux devront être drastiquement revus pour permettre à des candidats de venir et de financer leurs projets. Quatrième élément important, s'adapter au nouveau contexte. On en a parlé un peu au départ sur les tendances de consommation. Elles vont changer, donc la manière de faire du commerce va changer, et donc aussi les offres et les propositions de valeur vont changer. Déjà, on peut se dire qu'il va y avoir des changements drastiques dans le paysage économique. Qu'est-ce qui va se produire dans les mois et les années à venir? Premier élément, vous allez avoir des entreprises en péril économique. Si je me place du point de vue des réseaux sous enseigne, vous avez des réseaux qui étaient déjà fragilisés avant la crise, qui vont se retrouver en situation de redressement judiciaire, de péril économique fort et peut-être de rachat par des concurrents. Donc des enseignes, des entreprises jeunes, des secteurs très impactés, des réseaux déjà fragilisés avant la crise. Quand j'en parle avec les acteurs du commerce en général, dans certains secteurs d'activité, on parle de 10 à 20% d'enseignes qui ont de très fortes chances de ne pas passer le cap, ce qui est considérable. Deuxième cas de figure, des réseaux et des entreprises en difficulté managériale. Comme on le disait au départ, cette crise met à l'épreuve la capacité de réactivité et d'agilité. Dans certains réseaux, il y a eu des défauts d'assistance. Dans certaines entreprises, il y a eu des défauts d'assistance en termes de management. Il y a eu des défauts de communication aussi. On n'a pas pris l'ampleur de la crise, on n'a pas communiqué comme il le fallait, vis-à-vis du client final, par exemple. Je parlais, par exemple, avec des clients d'enseignes de cuisine qui n'avaient pas été informés du report de leur planning, ou certains qui avaient des travaux en cours dans leur maison et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à l'arrêt, sans information, sans message.
Là, vis-à-vis du client, l'impact il est extrêmement fort. Vis-à-vis des franchisés aussi, l'impact est extrêmement fort. Ce manque d'agilité, ces réticences parfois à changer, à évoluer dans un contexte hyper instable, créera des blocages, créera des rancœurs et donc feront des entreprises en difficulté forte sur le plan du management. Ces deux types d'entreprises vont se retrouver dans des phases de blocage, de stagnation, de difficulté. Elles vont avoir du mal à rebondir et à avancer. De l'autre côté, vous allez avoir des nouveaux concepts et des nouveaux réseaux. Les nouvelles attentes de consommation, c'est évident. Des grands groupes succursalistes qui sont en train d'aller et de réfléchir à la franchise en se disant je vais pouvoir regagner de l'agilité ou aller lancer un nouveau modèle, mais aussi des industriels qui voient leur réseau de distributeurs sans enseigne, c'est ce qu'on appelle des multimarques fragilisés, et qui disent ça ne durera pas, il faut que je crée mon propre réseau. Donc là, il y a une nouvelle manne d'enseignes qui va arriver, une nouvelle manne de concepts qui vont arriver. Et dernier bloc, c'est les existants qui sortent renforcés de cette crise. Les enseignes, les entreprises, les marques qui ont su très bien communiquer, qui ont su souder leur collectif, qui ont su prendre des décisions qui vont renforcer leur storytelling de marque, qui ont su faire preuve d'une très forte agilité dans l'adaptation de leur modèle. Et donc, qui créent en fait un sentiment d'appartenance fort au sein de l'entreprise, que ce soit vis-à-vis de franchisés ou que ce soit vis-à-vis d'équipes du management. Et ça, c'est ce que j'appelle les valeurs refuges. C'est ces marques-là vers lesquelles se tourneront les investisseurs demain et vers lesquelles se tourneront les candidats à la franchise, dans le cas de franchiseurs demain. Et c'est aussi les marques, les entreprises vers lesquelles les financeurs seront plus enclins à aller, c'est évident. Autre impact, c'est l'impact dans les comportements de consommation. L'impact dans le comportement de consommation, c'est quoi? On a parlé de la relocalisation, mais on peut parler aussi de l'hypermodularité. Là, vous avez deux fabricants de textiles français connus, Payotte et 1083, qui se sont lancés dans la fabrication de masques, montrant d'une part toute leur agilité, c'est un point important, mais aussi montrant aussi leur marque, la mettant au grand jour, et montrant qu'aujourd'hui, l'industrie française n'est pas morte et que la relocalisation est peut-être possible par ces opérateurs-là. Donc, ça pose des questions en termes de comportement de consommation, ça pose aussi des questions en termes de ce que moi, commerçant, je vais devoir distribuer vis-à-vis de mes clients finaux dans les années à venir. Et comment je vais me positionner par rapport à ces tendances fortes qui sont des tendances de fond très importantes. Et dernier point, des impacts dans les investissements entrepreneuriaux. On va avoir évidemment un chômage en hausse dans les mois et les années à venir. On va avoir donc des envies d'entrepreneuriat, notamment le recours à la franchise, mais des attentes différentes. Vous allez avoir des candidats à l'entrepreneuriat qui vont avoir une appétence au risque moindre, qui vont avoir un apport personnel moindre et qui vont avoir des conditions de financement plus compliquées. Donc, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer sur la franchise ou pour les franchiseurs qui veulent recruter des candidats, ne succombez pas à la tentation du volume, mais restez toujours drastique sur le profil. Parce que nous allons rentrer évidemment dans cette phase de crise qui va se durer et le fait que la crise dure fait que j'ai besoin d'entrepreneurs capables de contribuer à ma relance de marque. Contribuer à ma relance de marque, c'est les entrepreneurs qui sont capables d'ouvrir une entreprise, de créer une boîte dans un contexte qui est beaucoup moins facile que celui des années précédentes. Donc attention au volume de contacts. Ça ne veut pas dire que je vais avoir autant de candidats. Je pense que je vais dégrader mes taux de transformation. Et pour avoir un franchisé, c'est toujours avoir un top profil et un talent capable de porter ma marque sur un territoire donné. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que le coût d'accès à l'entrepreneuriat va être plus compliqué et que pour les enseignes, le coût de développement va être plus important parce que vous allez avoir plus de contacts, mais moins de candidats capables et donc plus de candidats frileux
Et derrière, une nécessité d'avoir des top profils capables de porter la marque dans un contexte économique qui ne sera pas simple dans les mois et les années à venir. Pour terminer, ça pose vraiment 3 questions clés si je veux rebondir et si je veux profiter, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais je l'utilise quand même, de cette phase de rebond. Il y a 3 maîtres mots importants. Premier élément, c'est la confiance. La confiance, c'est ce qui vous fait vous dépasser. La confiance, c'est ce qui fait que ces petits bonhommes se sont rapprochés de la ligne un jour de match face aux All Blacks et n'ont pas eu peur. Je ne dois pas avoir peur. En compétition, on vous dira toujours, en sport de haut niveau, si vous rentrez avec dans votre tête une once de croyance que vous pouvez perdre, vous allez perdre. Donc, ayez confiance en vos équipes, ayez confiance en votre capacité à rebondir, et c'est en ayant confiance qu'on redonne de la confiance. Donc, il faut croire en vos capacités à vous relancer et à profiter de ces nouvelles tendances et à anticiper ces nouvelles tendances. C'est important. Si vous n'avez pas ça fermement accroché en vous, vous avez de plus fortes chances de tomber. Deuxième élément, l'agilité. C'est que le début de l'agilité. On avait tendance à dire les années précédentes que le monde allait trop vite. Franchement, ces 3 derniers mois, je pense qu'on a pris une charge d'accélération considérable. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. L'agilité dans une entreprise, c'est plus un choix. C'est juste une nécessité. C'est devenu un critère minimum pour survivre. L'agilité, ça demande des équipes capables d'être agiles. Et donc, ça demande en fait un collectif capable de se remettre en question systématiquement. Ça pose la question du management et ça pose la question de la montée en compétences systématique des équipes et de la capacité à mettre en tension positivement le collectif pour qu'il se remette systématiquement en question. Troisième point essentiel, la coopération. La coopération favorise la survie et la coopération favorise la capacité de rebond. Je fais souvent l'analogie dans les groupes avec les fourmis qui sont quand même les plus petits animaux les plus présents sur la surface de la Terre. Leur capacité de survie est due au lien social qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Dans les périodes de guerre, le comportement secouriste des fourmis est à terme payant. Sans l'aide de leurs camarades, 80% des fourmis succombent à leurs blessures. Si elles ne sont pas secourues, traitées, seulement 10% périssent. Et ça, c'est important de se dire que l'entraide, la coopération est quelque part un élément qui nous a fortement touchés avec cette crise et qui va rester dans la tête de vos équipes de management, de vos franchisés, mais aussi de vos consommateurs. Le lien social, la responsabilité sociale, le rôle du commerce par rapport au commerce digital virtualisé, c'est cette notion de coopération. Et ça, c'est un thème sur lequel les entreprises doivent se pencher, doivent réfléchir et doivent se dire comment, à un moment donné, je construis une coopération forte avec mon écosystème. Mon écosystème, c'est quoi? C'est mes équipes de management, de direction, c'est mes franchisés, les équipes en magasin, mais c'est aussi mes clients. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui permettra aux marques de survivre durablement et de rebondir à terme. Voilà, Charlène, j'en ai terminé sur ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques vous concernant? Alors, merci Sylvain. Je crois que les participants partagent avec moi ce sentiment ont beaucoup apprécié votre présentation, le discours. Clairement, je crois que nous avons un petit peu tous bu vos paroles. Alors, un grand merci, c'était très, très intéressant et c'est vraiment ce qui ressort du chat. Je vous le dis en toute sincérité et je vais même partager avec vous. Alexia nous dit « j'adore » avec 2 points d'exclamation et je lui réponds en toute sincérité, moi aussi.
Arnaud nous dit que vous êtes très intéressant, plein de connaissances, que vous arrivez à mettre des frissons avec votre discours qui finalement est très positif. Nous en avons besoin en cette période en tant qu'entrepreneur. Voilà, ça c'était pour les petites remarques très positives. Une question de Marc qui nous demande, est-ce que le franchisé aura-t-il plus de facilité à sortir de la crise qu'un indépendant qui, lui, pourra faire, entre guillemets, comme bon lui semble? Qu'en pensez-vous? Alors, évidemment, tout le monde n'est pas égal. Donc, quand on entend franchisé, vous aviez des franchisés, moi, je connais qui allaient faire leur inauguration ou qui venaient d'ouvrir depuis quelques jours au moment où la crise est arrivée. Donc, entre un entrepreneur qui a 10 ans, 15 ans d'ancienneté, qu'il soit franchisé ou non, et donc il y a une base, une capacité de résistance plus forte, ça crée forcément de l'inégalité. Mais pour autant, quand je suis franchisé et quand je suis dans un réseau qui a su bien réagir à la crise, évidemment, je vais avoir une capacité de rebond plus forte. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai une capacité d'agilité plus forte. Et parce que je n'ai pas à créer moi-même. Donc, il y a plus de cerveau autour de la table pour pouvoir mettre en œuvre les conditions d'exploitation, mettre en œuvre les conditions de survie. Exemple, dans les réseaux, vous avez des procédures qui sont descendues aux franchisés pour sauvegarde de trésorerie. Qui contacter, quand, comment, avec quoi, avec qui. Pour la mise à niveau sanitaire des magasins, il y a des packages qui sont arrivés dans les magasins des franchisés avec le gel, les masques, les écrans de protection plexiglas, etc. Tout ça, je n'ai pas à le faire moi-même. C'est ça la force de la franchise, c'est cette répartition des tâches qui fait qu'à la fin, on est plus fort et la crise le montre. Il y a aussi un élément important, c'est que je ne suis pas seul. Et moi, j'ai vu des marques, des réseaux de franchise, où franchiseurs et franchisés ont créé ensemble un comité de crise. Évidemment, tous les franchisés ne pouvaient pas être présents autour de la table ou en visio, parce que c'est souvent fait en visio, mais des franchisés ont participé à ce comité de crise. Et le soutien, en fait, moral, dans des phases qui sont extrêmement fortes psychologiquement à vivre, c'est juste essentiel. Quand vous êtes commerçant seul, isolé, évidemment, vous avez moins de soutien ou moins de support pour faire face à cette crise. Donc ça, c'est un élément qui est évident, c'est que la franchise, la vie en réseau permet de surpasser plus facilement ces phases de crise. Ok, très bien. Nous avons une autre question de Michael qui nous demande, est-ce qu'un franchiseur qui n'a pas ou qui a mal communiqué lors du confinement a-t-il loupé le coche vis-à-vis de ses partenaires et de ses clients, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui pour plusieurs raisons. Déjà parce que cette crise est une crise anxiogène. Donc les personnes sont à cran. Et donc vos clients ont été à cran, évidemment. Et les franchisés ont été, à juste titre, en tant que commerçant et chef d'entreprise, mis en tension. Donc si vous avez mal réagi ou pas su réagir, quand en contexte calme, on a plus de capacité d'écoute. En contexte de forte anxiété, on a moins de capacité d'écoute. Donc on monte plus vite dans les tours et c'est là que les rancœurs se créent. Donc je pense que oui, les enseignes qui ont mal réagi vont avoir à faire un devoir d'inventaire vis-à-vis de leurs franchisés et peut-être vis-à-vis de leurs clients. Et là, les rétropédalages sont moins simples à faire. Ça pose quand même une question qui est la question de l'empathie et de la compréhension. Je dis toujours aux franchisés, rappelez-vous pourquoi vous avez rejoint cette marque. On peut faire des erreurs de jugement ou des erreurs de décision à un moment donné. Cette crise-là, tout le monde n'a pas été parfait. Celui qui lèvera la main en disant qu'il a été parfait, bravo à lui, quoi. Donc, on peut faire des erreurs. Après, ne pas aider, n'absolument pas aider, là, c'est une erreur majeure. Mais faire des erreurs de décision ou tergiverser dans des moments donnés, en phase d'incertitude, il y a un devoir de compréhension et d'excuse vis-à-vis de ça. C'est tout à fait normal. Voilà. Il n'en demeure pas moins que si j'ai pas mis en place des mécanismes d'assistance, d'aide, d'écoute, d'information, de communication, et que pendant cette phase de crise, c'était silence radio, ça va être très très compliqué dans les mois et les années à venir au sein de ces groupes-là.
Ok. Alors, j'ai une autre question d'Élodie. Est-ce que les leviers d'action sont les mêmes pour les franchisés à l'international? Oui, en fait, après, l'impact est différent en fonction des pays. Donc là, il y a des contextes locaux différents. Après, le sujet managérial qu'on a abordé notamment sur le lien avec les franchisés, etc., est juste essentiel. D'ailleurs, en fait, c'est quand même une crise où la barrière du territoire a sauté parce qu'il n'y avait plus d'histoire de distance, hein, vous étiez en visio, vous n'y étiez pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc l'international en lui-même, moi j'ai vu des réseaux, groupes internationaux avec qui je travaille, qui sont des gros groupes qui font plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui se sont mis en mode écoute active, hotline H24 pour aider leurs master franchisés, leurs franchisés en local. Et donc qui ont eu la bonne réaction, qui ont pris la mesure de cette crise et qui ont mis en place les actions nécessaires. Voilà. Ok. J'ai une autre question de Sophie qui nous dit, vous nous avez fait part de l'impact de la crise sur les investissements. Pensez-vous qu'elle sera aussi force de créativité en termes de nouveaux concepts? Et si oui, dans quel domaine? Des idées? Est-ce que vous avez des scoops peut-être à nous? Oui, alors pas, des scoops, non, parce qu'il y a un devoir de confidentialité, même si j'en aurais pas mal à vous dire. Euh, de la créativité, oui, évidemment. Cette crise est vraiment étonnante euh, parce qu'elle nous rappelle à quel point les entrepreneurs sont très créatifs en France. Et voilà, quand vous voyez des boîtes de textiles français se mettre à produire des masques, des protections, quand vous voyez des grands groupes se réorienter pour aller produire et aider, quand vous voyez des enseignes de restauration reproduire des nouvelles cartes pour éviter les produits à péremption courte, etc. En fait, vous voyez une hyper agilité qui est impressionnante dans les réseaux. Quand vous voyez une capacité, on parlait de Ninkasi qui développe le click and collect très rapidement, voilà, quoi, vous voyez en fait que les entrepreneurs en France sont hyper créatifs et hyper actifs. Donc moi, je crois beaucoup à la créativité. Je crois aussi que la dimension écologique a été peut-être mise un peu, pas en sommeil, mais de côté, on en parle un peu moins. Mais finalement, on y pense un peu plus pendant cette crise et on y pensera plus dans les mois et les années à venir. Ça force à la créativité, évidemment. Évidemment. Euh, voilà, je pense aussi que certaines enseignes s'étaient installées dans des zones de confort avec des gros montants d'investissement pour créer des franchises ou autres, et qu'en fait, cette refonte-là, elle repose la question de l'essentiel. Donc, ouais, beaucoup de créativité, je pense, et, et je pense qu'on va voir arriver dans les mois et les années à venir des concepts très intéressants à des coûts défiant toute concurrence. Ok. Merci. Allez, il est 14h16. On a encore une petite question d'Aurélie. Alors, Aurélie nous dit, conseillez-vous pour les commerces de niche avec une saisonnalité qui a été faite qui se fait sur la rentrée scolaire et dans l'optique d'une absence d'activité jusqu'à cette date, de brader la marchandise pour tenter de faire venir les clients? C'est une question un peu stratégique. Ouais. Ouais, faudra en savoir un peu plus sur le type d'activité et puis aussi prendre conscience de l'état en fait de l'entreprise en elle-même. Euh, c'est compliqué de répondre comme ça sans avoir d'éléments plus Plus concrets, précis, quoi. je comprends. Ouais, Ok, ça mériterait d'en savoir plus. très bien. J'ai une dernière question, elle est d'Arnaud avant de terminer ce webinaire. L'aspect sociétal devient très important. Donc, on relocalise comme c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment faire puisque les coûts risquent d'augmenter drastiquement? Oui, bah, c'est le juste équilibre, hein. C'est toujours le juste équilibre. Il ne faut pas faire le rôle du dirigeant, c'est d'accompagner les tendances, hein, et de répondre aux tendances de consommation. Donc aujourd'hui, oui, les coûts sont plus importants, mais aussi les volumes sont moins importants faits en local. Donc c'est aussi ce sujet-là qui est important. Et puis aussi, il y a aussi les conditions de production. Quand vous êtes dans la restauration, vous arrivez à faire différemment avec des produits locaux un peu plus chers
et puis avec des consommateurs qui sont prêts à venir acheter des produits un peu plus chers. Donc là, c'est un positionnement de marque, c'est des stratégies marketing, et c'est aussi pas de grands coups de barre à gauche ou à droite, c'est un accompagnement des tendances qui doit se faire progressivement. Mais oui, aujourd'hui, si vous voudriez passer à un magasin de textile, tout du textile made in France, ça peut être plus compliqué et évidemment plus cher. C'est pas le même positionnement. Donc, il faut faire les choses de manière progressive, toujours en prenant en compte son positionnement, l'ADN de sa marque et de son entreprise et ses capacités. Ça doit se faire de manière progressive et ça doit accompagner les tendances. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Sylvain Bartholomeu. Moi, j'ai noté les 3 maîtres mots à la fin que vous nous avez dit, la confiance, l'agilité, la coopération. Merci. Oui. Et dans le chat, ce qui ressort de votre discours et de votre présentation, c'est passionnant, concis, très clair. Un grand merci. Donc voilà, c'est vraiment le discours et les remarques que nous avons. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Simplement, avant de terminer ce webinaire, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit mot, évaluer la qualité de notre intervenant. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, j'en suis certaine. Je vous annonce de mon côté les prochains rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain, toujours à 13h30. Nous parlerons réassurance de ses clients, les faire revenir dans son commerce avec Jean-Sébastien Veilleux, le dirigeant de la Canadienne. Je vous donne également rendez-vous lundi prochain, le 18 mai, toujours à 13h30. Nous parlerons cette fois-ci performance environnementale et durable, un levier pour relancer son activité. Et mardi prochain, le 19 mai, à 13h30 encore, nous parlerons de la marque, un outil utile et incontournable pour mon entreprise. Voilà, merci à tous. Excellente après-midi. À demain, à 13h30. Merci Sylvain, à très bientôt. Merci à tous, merci Charlène. Au revoir.